toutes et à tous, je suis Corinne Houillet, je suis sophrologue, donc thérapeute dans les Hauts-de-France, tout en haut, là où il fait toujours beau. Je suis sur Béthune, je reçois tout type de public en cabinet et j'ai aussi une activité de formatrice à destination des adultes. Donc voilà, et puis là je suis aujourd'hui avec vous pour parler de stress au travail. Donc j'interviens pour la MMJ, la mutuelle du ministère de la Justice, qui souhaite faire un travail de prévention et sensibiliser à la gestion du stress parce que c'est un problème de société majeur et que avoir les bonnes clés pour bien gérer son stress, c'est quelque chose qui peut rapidement changer le quotidien. Donc stress au travail, apprendre à le maîtriser. On parle beaucoup de stress, surtout en ce moment. Qu'est-ce que c'est vraiment? Parfois, on ne sait pas trop non plus. On le sent bien, on sait qu'il est là, on le subit plus qu'on ne le choisit. Mais quels en sont vraiment les mécanismes, on ne sait pas. Et donc, on nous répète qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser quelque chose dont on ne connaît pas forcément bien les mécanismes. Donc, je vous propose à travers ce webinaire d'y voir un petit peu plus clair pour pouvoir y faire face de manière plus efficace. Alors, au sommaire, on va avoir un temps pour clarifier les mécanismes du stress d'abord. Ensuite, on va identifier les facteurs qui aggravent le vécu de ce stress au quotidien. On s'arrêtera sur les effets que ce stress produit. On prendra le temps d'identifier ensuite comment maîtriser, comment modérer, comment résister au stress efficacement. Et on terminera sur la présentation des outils qui vous permettront de lutter efficacement contre ce stress. Donc, à la base, déjà, si on remonte à nos origines, le stress, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très primitif, qui a permis à notre espèce de subsister. La nature étant bien faite, c'est une réaction physiologique qui nous indique qu'il y a un danger ou qu'il est nécessaire de nous adapter pour faire face à un changement ou à un danger. Donc, à la base, le stress, c'était le signal d'alarme qui disait cours ou défends-toi. Donc, les deux fonctions primaires, primitives du stress, c'est la fuite ou la lutte. C'est deux mécanismes très primaires, très simples à comprendre au regard de l'environnement qui pouvait être celui des premiers hommes sur Terre. Mais pour mieux répondre aux exigences du monde moderne, l'humain il a développé une autre réaction face au stress, ce qu'on appelle l'inhibition. C'est-à-dire c'est le fait de se soumettre au stress, au processus de stress, ce qui revient à ne pas être dans l'action, ni dans la lutte, ni dans la fuite, mais de se mettre dans la résistance. Et on verra que c'est ce problème de résistance finalement qui est un petit peu compliqué au quotidien. Donc quoi qu'il en soit, l'humain il a toujours su s'adapter à son environnement en faisant face au stress. Pour reprendre le proverbe de Darwin, ce ne sont pas les espèces qui survivent qui sont les plus intelligentes ou les plus fortes, ce sont celles qui s'adaptent à leur environnement, qui s'adaptent au changement. Donc autant dire qu'à la base, le stress est plutôt quelque chose de positif, qui est un outil ou un moyen de survie. Les mécanismes du stress. Bon, c'est un petit peu enfantin, ça rappelle un petit peu l'histoire des personnages du monde, le monde du corps humain, la vie avec le personnage avec une longue barbe blanche, mais c'est le meilleur moyen de comprendre ce mécanisme, comment ça se passe concrètement, qu'est-ce que le stress va impliquer physiologiquement. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'on perçoit grâce à nos sens, nos organes sensoriels sont nos récepteurs, qu'est-ce qui se passe? Le voyant s'allume. Votre cerveau, il va analyser l'information, il va stimuler votre hypothalamus. C'est le centre de vos émotions. Par l'intermédiaire de la moelle épinière, l'hypothalamus va commander aux glandes surrénales, qui sont juste au-dessus des reins, il va commander de libérer des substances chimiques. Donc, c'est dans le sang, les glandes surrénales vont libérer des substances chimiques juste au-dessus des reins. Ça va stimuler la production de cortisol et d'adrénaline pour faire circuler dans le sang. Les glandes surrénales libèrent ces substances. Donc, la première décharge, c'est l'adrénaline. C'est ce qui permet de se mettre en action. Et ce qui arrive ensuite, c'est le cortisol. Quand le stress persiste, le corps libère cette fameuse hormone du stress par excellence, le cortisol. C'est le marqueur de stress le plus évident. Et à partir de là, la présence dans le sang de ces hormones, elle va entraîner des réactions en chaîne dans l'ensemble de votre corps. Typiquement, la fréquence cardiaque s'accélère pour fournir plus d'oxygène aux muscles. La respiration, elle va devenir plus fréquente parce qu'on va hyperventiler pour apporter plus d'oxygène. Les muscles, du coup, ils vont se retrouver abondamment irrigués par le sang. Le tonus musculaire, il a besoin d'être renforcé.
si on a besoin de partir en courant. Souvenez-vous qu'à la base, le stress, il sert à ça. Et puis, la glycémie, elle augmente, c'est-à-dire que c'est le foie qui va se mettre à produire plus de glucose pour apporter de l'énergie aux muscles. Et puis, on observe aussi que le temps de coagulation du sang va diminuer. Donc, toutes ces réactions physiologiques, c'est ça qui permet de se mettre en action ou de fuir le danger lorsque c'est nécessaire. Ces réactions naturelles, elles vont entraîner ce qu'on appelle un phénomène d'adaptation qu'on va découvrir ensemble. Le syndrome d'adaptation, il se fait en 3 temps. On parle de ces 3 phases. En fait, il y a d'abord une phase d'alarme. C'est une réaction de survie immédiate, pendant laquelle l'individu va très rapidement, très instinctivement, mobiliser ses ressources. Donc, le cerveau, il se met en hypervigilance. Le système nerveux autonome sympathique, il va libérer la noradrénaline. Les poumons, ils vont apporter l'oxygène dont on a besoin. Le cœur, il va pomper. Le glucose, il va être produit par le foie. Les glandes surrénales, elles libèrent l'adrénaline. Donc, cette première phase, c'est celle qui génère l'action, ou bien la fuite ou la lutte. Mais on l'a vu tout à l'heure, l'individu, il peut se soumettre à ce stress et entrer en résistance. Et la phase de résistance, elle correspond aux réponses biologiques qui permettent à un individu de résister dans le temps, de subir le stress dans le temps. Donc, on absorbe le glucose, on continue d'apporter l'oxygène, on continue de fabriquer du glucose, le foie continue de produire du glucose. Les glandes surrénales produisent de façon accrue du cortisol. Donc, autant dire que la phase de résistance, finalement, c'est une phase qui est très exigeante pour le corps. Si on y reste trop longtemps, on arrive à la dernière phase, qui est la phase d'épuisement. C'est lorsque vous vous retrouvez dans l'incapacité à faire face. Quand vous êtes incapable de faire face, le stress, il est devenu trop puissant, vous ne parvenez plus à vous aligner, à vous réguler naturellement. Donc là, on parle pour le cerveau de la perte du rétrocontrôle. C'est comme s'il n'y avait plus de frein, en fait. Vous n'arrivez plus à freiner. Le système immunitaire, il empathie, d'ailleurs, vous devenez plus sujet, plus fragile, vos défenses immunitaires diminuent, vous êtes plus exposé aux maladies infectieuses ou inflammatoires, l'hypertension augmente, les maladies cardiovasculaires apparaissent, on peut voir apparaître sur certains des éruptions cutanées, des maladies de peau qui peuvent apparaître, le système digestif également, il peut être perturbé. Donc, c'est vraiment les signaux extrêmes quand on est dans l'épuisement. Ce syndrome d'adaptation, si on schématise ce syndrome d'adaptation, un petit peu complexe comme ça, je l'avais fait avec une animation, mais finalement, là, en une fois, on va le comprendre quand même. Si on schématise le syndrome d'adaptation, on voit qu'il y a 2 façons de vivre le stress. Sur l'axe des ordonnées, vous avez le niveau de stress. Et sur l'axe des abscisses, le temps pendant lequel vous vous soumettez à ce stress. Et on imagine que le trait vert, les petits pointillés, c'est votre capacité d'adaptation. C'est un peu comme votre seuil de tolérance, la limite avec laquelle vous sentez qu'il ne faut pas flirter trop longtemps à ce stade. Dans un premier temps, si vous regardez le trait bleu, c'est un stress fluctuant d'une personne qui a régulièrement des phases d'alarme, qui résiste au stress, qui sait de temps en temps s'accorder un petit peu de détente, de récupération, parce que c'est ça qui fait baisser la pression. C'est comme si vous êtes en voiture, vous savez freiner quand vous traversez une agglomération, vous ralentissez devant une école, c'est l'autoroute, voie d'accélération, vous savez prendre de la vitesse, etc. Vous savez adapter votre vitesse. On peut parler à ce moment-là d'un stress aigu, mais ponctuel, que vous allez savoir réguler. En revanche, si vous regardez le trait rouge, qui est le tracé d'une personne qui est très stressée, mais qui ne connaît, elle, pas la pédale de frein, elle a, elle aussi, des phases d'alarme, des moments où elle résiste, mais en fait, elle résiste, elle tente tant bien que mal de ralentir parfois, mais rapidement, elle va perdre le contrôle. C'est comme si elle est au volant, la machine, elle s'emballe, elle sent qu'elle roule en sur-régime, le moteur va chauffer, tous les voyants vont s'allumer, mais elle ne ralentit pas, parce qu'elle ne sait plus ralentir, elle n'y arrive pas, elle est prise dans un engrenage. Puis à un moment donné, c'est la machine qui dit stop, le moteur s'arrête, voilà, donc vous êtes en voiture, la voiture elle est en rade sur la bande d'arrêt d'urgence, le moteur fume et là, impossible de redémarrer. Donc le stress chronique, il va mettre le corps en alerte permanente. Les ressources, elles vont être épuisées, les défenses, elles vont s'amenuire, le corps, il va s'effondrer, tout simplement. Les personnes les plus exposées au stress chronique,
histoire de vous identifier un petit peu dans les profils, hein. Vous allez avoir des traits de caractère communs chez les personnes qui subissent le stress chronique, les personnes très combatives, qui ne veulent jamais s'avouer vaincues, les personnes très compétitives, qui adorent gagner, les personnes qui sont dans la polarisation par le travail, qui mettent toute leur énergie dans le travail, qui sont très carriéristes, par exemple. Les personnes qui vont avoir besoin de faire toujours beaucoup de choses en même temps, mener plusieurs activités en même temps. Les personnes qui sont en recherche, en quête de reconnaissance, de considération. Du coup, ils vont toujours se dépasser pour toujours repousser les limites pour avoir cette reconnaissance. Les personnes très impatientes aussi sont sujettes à ce type de stress. Un niveau d'exigence très élevé envers soi ou envers soi-même, assez typiquement, on va retrouver. Donc, en somme, si on synthétise, un stress aigu, pourquoi pas. On verra plus tard d'ailleurs qu'un stress aigu qui est régulé, on peut en tirer parti d'ailleurs, ça peut devenir quelque chose de positif. En revanche, un stress chronique, voilà, si vous sentez que vous êtes dans ce mode de fonctionnement, attention danger. Alors, si on se pose la question maintenant, est-ce qu'il y a du bon et du mauvais stress? Bah oui, en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle le mauvais stress, qu'on appelle aussi détresse. C'est quand vous avez l'impression vraiment d'avoir atteint vos limites, avec tous les symptômes que ça implique, les inconforts que ça génère. Quand vous vous sentez vaincu, dépassé par la situation, vous sentez que ce stress, c'est ce qui va avoir tendance à vous isoler un petit peu des autres, créer de l'anxiété, des angoisses, vous mettre dans un état de dépression parfois. Ce mauvais stress, clairement, il est de nature à impacter votre santé, naturellement. Et puis, on a le bon stress. Là, on va parler de stress utile. On l'appelle eustress. C'est celui qui va faire apparaître des réactions positives dans des situations qui vont être stimulantes, du coup, qui vont vous permettre de faire preuve de créativité. Ce stress-là, il nous pousse en réalité à atteindre nos objectifs. Il nous pousse à faire toujours un peu plus d'efforts pour obtenir ce qu'on veut, en fait. C'est un peu comme le sport. On pourrait comparer le stress au sport, dans le sens où sur le coup, le sport, ça pique un peu, voilà. Nos muscles, ils peuvent souffrir, mais ils deviennent ensuite plus forts, ils deviennent plus résilients, plus résistants à l'effort. Et ben, ce bon stress-là, ce dépassement de soi, il va nous aider à dépasser nos limites, et on en ressort grandi. On peut même parler parfois, après un stress positif, d'un état de sagesse post-traumatique qui est hyper exaltant finalement. On en tire vraiment quelque chose. Donc le stress, il est positif par nature, mais à petite dose. Il va pouvoir augmenter nos capacités, notre concentration, il va nous aider à être plus réactifs. Donc ce bon stress-là, il faut le cultiver. Il faut se confronter de temps en temps à des situations qui vont nous aider à nous renforcer. On peut d'ailleurs même parler d'intelligence du stress, parce que parfois le stress, il nous indique qu'il y a un petit conflit interne. Pourquoi cette situation, elle me met dans cet état? Pourquoi ça m'impacte? Donc, réfléchir à l'origine, peut-être, les filtres, de dire pourquoi je me sens aussi désemparée face à cette situation, et réfléchir à ce moment-là à une stratégie qui va vous permettre de tourner la situation à votre avantage. Donc là, on peut parler d'intelligence du stress. D'autant que le stress, si on se penche sur la gestion globale du stress, il y a 3 options. Soit j'enlève l'agent stresseur, et ça, c'est pas toujours possible. Soit moi, je vais me soustraire de la situation de stress, mais ce n'est pas non plus possible. Si vous prenez une situation au travail, on vous fait une remarque, une remontée ou un commentaire que vous prenez très très mal, ça vous met une pression pas possible. Votre collègue qui a fait la remarque, vous ne pouvez pas le supprimer, voilà, vous ne pouvez pas supprimer l'agent stresseur. Vous ne pouvez pas non plus vous soustraire parce que vous ne pouvez pas tout plaquer, quitter, je démissionne, je m'en vais, c'est tout. Donc finalement, la seule option qui vous reste, la 3e option, et la bonne, c'est de changer de votre perception de ce stress. C'est toujours dans cette même situation avec votre collègue, c'est de réfléchir à la raison qui vous a fait réagir. C'est presque un petit peu comme si de cette situation entre 2 personnes, vous vous positionnez comme un 3e regard pour analyser la situation, pas pour vous mettre à la place de votre collègue, pas pour forcément chercher à trouver qui a tort, qui a raison, hein, c'est pas vraiment le but, mais déjà le fait de se positionner en dehors de l'échange pour avoir un œil extérieur, sortir de l'œil du cyclone, c'est déjà une façon de prendre du recul avec la situation qui vous stresse. Donc,
On pourrait même dire que en réalité, votre corps, lui, ne fait pas la différence entre le bon stress et le mauvais stress. La seule chose que votre corps va distinguer, c'est votre façon de le percevoir. Et c'est votre état d'esprit à ce moment-là qui va jouer un rôle essentiel. Pourquoi, si on parle des gens optimistes, pourquoi les gens optimistes, ils ne se laissent pas abattre par leurs problèmes? Ça ne veut pas dire qu'ils ont le pouvoir de faire disparaître les problèmes, surtout pas. Mais ils ont davantage intégré que s'inquiéter ne va pas non plus résoudre le problème. Se ressasser le problème ne va pas non plus l'arranger. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, ça vous prive simplement de la paix de l'instant présent, quoi, finalement. Donc, c'est un petit peu se stresser dans une situation finalement qui ne fait pas avancer les choses. C'est se dire, je fais de la balançoire, concrètement, ça m'amène nulle part, ça me donne juste quelque chose à faire. C'est un peu ça, peut-être l'idée de se dire que c'est vraiment notre attitude face à la situation qui peut faire évoluer les choses. Alors, le stress est-il donc un mal nécessaire ? Je vous invite à vous poser la question, mais là, vous avez la réponse. Tout est une question d'équilibre, finalement. Un trop-plein de stress va nuire à votre santé physique, mentale, alors qu'en revanche, si ce stress, il est mineur ou s'il est maîtrisé, eh ben, ça peut devenir un moteur, ça peut devenir un atout majeur, même dans la vie professionnelle, d'ailleurs, surtout. Alors, si je... Pardon, je poursuis, j'avance, voilà, ça avance. On va identifier qu'il y a des facteurs de stress. Donc ici, on est aujourd'hui réunis pour parler de stress au travail, parce qu'en effet, le stress, il suffit à lui seul à générer du stress. La vie professionnelle, de manière générale, c'est un facteur de stress. La peur de perdre son emploi, les changements, les réorganisations, parfois la surcharge de travail, mais parfois la sous-charge de travail aussi, ça peut être un facteur de stress. Si on manque de reconnaissance, on manque d'interaction avec les collègues, là par exemple le télétravail, clairement est un facteur de stress aggravant. On aura l'occasion d'ailleurs d'animer avec la MMJ un webinaire sur le télétravail le 6 avril prochain. Je vous invite, si vous êtes concernés, à y participer, ça va être très intéressant. Donc, le stress au travail peut venir des difficultés relationnelles qu'on peut ressentir avec les collègues, la hiérarchie, même un départ en retraite en soi, ça peut être un facteur de stress. Donc, à l'origine, souvent dans l'entreprise, c'est parfois le manque de communication, le manque de confiance en soi. Je vois que quelqu'un l'évoque, la rétention d'informations, etc. Voilà, vous avez tout à fait identifié ce qui était facteur de stress. Mais tout ce qui satellite autour de la vie professionnelle, la vie en général, votre hygiène de vie. Une mauvaise alimentation, ça va augmenter le risque de stress. Vous sautez les repas, vous ne faites pas de pause déjeuner parce que vous avez trop de boulot, c'est pas bon. Ça favorise le stress. Un mauvais sommeil, ça va vous empêcher le manque de récupération va vous empêcher d'être performant. Le manque d'activité physique, un problème avec la gestion du temps, difficulté à trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Les addictions qu'on peut connaître à l'extérieur de l'entreprise et qui impactent nos performances en entreprise, que ce soit le tabac, l'alcool, etc. Donc voilà, l'hygiène de vie participe à ces facteurs de stress. Ensuite, il y a la vie familiale, évidemment. Dans la répartition des tâches, par exemple, la difficulté qu'on peut avoir les conduites des enfants, les obligations de la vie familiale peuvent forcément rajouter un peu de pression à cette pression qui existe déjà au travail. Donc, on peut être aussi en conflit familial, on peut être en situation de séparation, de divorce. Voilà, tout ça, c'est pas toujours évident de laisser ces problèmes personnels à l'extérieur de l'entreprise. On sait que ça va impacter le stress au travail. Du point de vue plus strictement personnel, vraiment singulièrement, il y a aussi l'image de soi, comment je me vois, voilà, l'image de soi négative favorise les tempéraments de stressés finalement. Être en conflit avec ses propres valeurs, être soi-même plutôt fragile au niveau de la maladie par exemple, avoir de l'inquiétude pour l'avenir, se voir vieillir et pas être à l'aise, pas être en accord avec son âge. Tout ça, le regard qu'on a envers soi-même, et c'est pas évident, c'est souvent générateur de stress en plus. Et puis après, il y a évidemment l'environnement. L'environnement, ça va être la pollution, le bruit. Si vous êtes exposé dans votre environnement professionnel à un environnement bruyant comme les open space, bon, tout ça, ça peut être facteur de stress supplémentaire. Des locaux qui ne seraient pas adaptés, mal éclairés, mal chauffés, etc. L'environnement, ça va être tout ce qui nous impacte directement et indirectement, tout ce qui va toucher à notre sensibilité aussi,
du monde qui nous entoure, évidemment, et qui pourrait être anxiogène et favoriser ce stress au travail. Donc, comment on réagit finalement? Les réactions face au stress, on va avoir les plus courantes réactions physiques pour commencer, tout ce qui relève des maladies cardiovasculaires, hypertension, artériosclérose, infarctus, etc. Les maladies digestives, cutanées, l'apparition des migraines, des céphalées régulières. Le risque d'obésité va augmenter aussi également. Donc là, c'est vraiment là sur l'aspect physique, le corps peut se transformer. La fatigue chronique également, hein, le sommeil va se détériorer, donc du coup votre vitalité va baisser en journée. Si vous vous sentez douloureux, si vous sentez apparaître des contractures musculaires, des douleurs au niveau des cervicales, du dos, une contracture au niveau de l'estomac, le ventre noué, le diaphragme resserré, la respiration qui est plus difficile, tout ça c'est les signes du stress, c'est votre corps qui réagit. C'est là où on somatise d'ailleurs le haut du corps, on somatise le stress dans le haut du corps pour beaucoup, les émotions aussi également. Les troubles sexuels également, la baisse de la libido, voilà. Tout ça, c'est des signes qui peuvent traduire un excès de stress. Il y a des conséquences psychologiques et émotionnelles évidemment, hein, parce que ne serait-ce que sur le plan mental, la présence élevée d'adrénaline dans le corps va limiter vos capacités de mémoire par exemple, ou de concentration. Vous allez être plus confus, plus facilement en panique, vous allez développer des maladies psychosomatiques, vous allez vous sentir plus fragile psychiquement, une sensation un peu de désordre mental aussi, une sensibilité émotionnelle, à fleur de peau évidemment, des troubles de l'humeur, hein, vous pourriez être plus irritable, vous mettre plus facilement en colère, plus agressif, voilà, l'émotivité peut devenir assez intense. Et puis les réactions face au stress, c'est aussi des conséquences organisationnelles et sociales. Votre baisse de productivité, par exemple, ou la qualité, votre performance n'est plus de la même qualité. Des conflits qui peuvent apparaître plus facilement, vous vous sentez plus réactif, donc voilà, des conflits apparaissent. Vous êtes plus souvent absent, vous vous isolez un petit peu, vous êtes un peu dans le rejet. Vous vous sentez découragé, vous avez perdu votre motivation, vous n'avez plus d'ambition, difficile de vous projeter, ou vous abandonnez vos projets tout simplement. Donc là, voilà, on est sur des réactions très classiques face au stress. Et puis, si on devait faire un profil du parfait ou de la parfaite stressée au travail, eh bien, on va imaginer, alors on va l'appeler Dominique, j'espère qu'il n'y a pas de Dominique dans l'Assemblée, s'il y en a, n'y voyez absolument rien de personnel, mais c'est parce que Dominique, ça fait fille et garçon en même temps. Dominique, c'est quelqu'un de très motivé, c'est une personne qui a le goût du travail bien fait et qui a vraiment toujours à cœur de faire le maximum. Pour faire son travail, Dominique est une personne qui a tendance à pas déléguer, voire à jamais déléguer, pas du tout. Parce que ça pourrait être perçu comme un signe de faiblesse de demander de l'aide, par exemple. Dominique ne voit pas forcément ses limites, elle les repousse toujours. Et c'est quelqu'un qui va persévérer, quoi qu'il arrive. Elle va être perçue comme quelqu'un parfois même d'hyperactif, hein, toujours en train de faire quelque chose. C'est pas Dominique qu'on voit le plus souvent à la machine à café, par exemple. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action. C'est quelqu'un qui va être aussi susceptible ou sensible au regard des autres. C'est parce que c'est important de toujours montrer le meilleur de soi-même, d'être toujours au top. Quelqu'un qui ne planifie pas non plus forcément beaucoup les choses. De toute façon, il faut le faire, alors ça ne sert à rien de planifier les choses sur le temps. Dominique, c'est quelqu'un qui va abattre une grosse quantité de boulot, qui va même en reprendre le soir à la maison. Voilà, ça peut même donner des complexes aux collègues hein, qui ont la sensation de ne pas en faire une ramée à côté de Dominique. Hein. Mais pour Dominique, c'est important de montrer le bon exemple. Vous voyez, il y a un peu de tout ça dans le profil d'un stressé au travail. Alors, peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que vous sentez que de temps en temps, vous pouvez avoir cette tendance-là. L'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps dans ce profil-là. Donc, augmenter votre résistance au stress. Pour l'augmenter, cette résistance, il faut d'abord apprendre à mieux se connaître. Apprendre à identifier son propre rythme, ses propres mécanismes, à évaluer votre propre capacité d'adaptation également. Souvent, on parle de niveau optimal de stress, mais c'est assez simpliste comme notion. On ne peut jamais vraiment parler de niveau optimal ou de standard de stress.
c'est plutôt la capacité de chacun à écouter les signaux qui vont lui indiquer ce qui est bon et ce qui est toxique pour lui. Donc, ce qui peut être vécu de façon très cool pour certains va être une épreuve absolument éprouvante pour d'autres, hein. Donc, on va voir justement avec ce schéma. Vous voyez, ce schéma, il nous montre, il nous indique une zone de stress qui va m'aider à fournir une performance optimale. Celle qui permet d'utiliser le stress comme un moteur en maîtrisant bien les limites, en ménageant mes capacités d'adaptation. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a le niveau de performance. Et sur l'axe des abscisses, le niveau de stress. Et on voit que sur ce schéma, pas assez de stress, ça ne va pas engendrer de performance. Je m'ennuie, je ne vois pas d'intérêt à être là. On va parler à ce moment-là d'hypostress. Donc, pas assez de sollicitation, un manque de stimulation, de reconnaissance peut-être, ou de la dévalorisation. On va parler de bore-out, vous voyez, en opposition au burn-out, dont on va parler juste après. Après, on voit du coup qu'à l'inverse, trop de stress, il n'y a pas de performance non plus, parce que je m'épuise, parce que je me fatigue. Là, on va parler d'hyperstress ou d'overstress, trop de demandes, trop de choses à gérer. Là, on commence à parler de burn-out, hein, évidemment. Là, on sent que quand on atteint ce stade de la détresse dont on a parlé tout à l'heure, on a franchi un cap. Donc, ce qui est important pour pouvoir rester dans la zone de performance optimale au travail, c'est écouter son corps, sentir la fatigue, les signaux douloureux dont on a parlé juste avant. C'est trouver son propre rythme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument se caler sur le rythme de son voisin. Comprendre son propre rythme, ça nécessite forcément de s'intéresser finalement à quel moment je suis le plus confortable et le plus performant. Favoriser aussi la récupération. Ça veut dire, si vous vous sentez stressé, mettez l'accent sur le sommeil, couchez-vous à heure fixe, faites de bonnes nuits, faites des siestes, faites des pauses, essayez les activités relaxantes qui permettent de faire des pauses. Lâcher prise, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, j'en conviens. Lâcher prise, c'est vraiment accepter de pas tout contrôler, de pouvoir accepter que les choses ne se déroulent pas forcément toujours comme vous les auriez imaginées. Prendre du recul, pouvoir mettre un peu de distance avec les situations, ça aide à mieux voir. Parfois, c'est des situations, parfois, c'est prendre du recul avec des personnes aussi. Hein, il y a aussi des personnes qui peuvent être à elles seules des agents stressants. Remettre en question les habitudes, ça, c'est pas parce que vous avez toujours fait comme ça que c'est la meilleure solution. L'humain est un être créatif qui est souple, donc il faut parfois se remettre en question, bousculer un peu vos habitudes, parce que c'est peut-être ça la source du problème finalement. Identifier les agents toxiques, c'est de se poser la question vraiment, qu'est-ce qui me stresse, dans quelle situation je me stresse, et quelles sont aussi les personnes qui me stressent. Voilà. C'est souvent, c'est un cheminement, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, mais c'est à travers ces points-là qu'on réussit à commencer à aborder le stress différemment. Alors, connaître ses besoins, du coup, ça aussi, ça nous aide à mieux nous connaître et à identifier, à mieux nous connaître pour pouvoir nous analyser. Il y a la pyramide de Maslow, elle peut nous aider à ça. Il s'agit des besoins sur cette pyramide, des plus primaires, des plus archaïques, on va dire, aux plus développés, aux plus subtils. Et ce sont ces besoins que l'individu va satisfaire pour se sentir bien. Donc, la satisfaction des besoins physiologiques, hein, manger, boire, dormir, etc., va permettre de répondre aux besoins de sécurité, être à l'abri du danger, ne pas rester dans un environnement hostile, etc. Et eux-mêmes vont permettre ensuite de satisfaire le besoin d'appartenance. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis appréciée? Est-ce qu'on me témoigne de la considération? Est-ce que je me sens intégrée dans un groupe, etc. Et à partir de là, le besoin d'estime va se traduire par votre capacité à ressentir votre valeur à travers la gratitude des autres, à travers les compliments, à travers le regard aussi qu'on porte chacun sur soi-même, l'image qu'on a de soi-même, etc. Pour enfin, finalement, quand on traverse la pyramide, pouvoir satisfaire ce fameux besoin d'accomplissement qui correspond à la réalisation de soi, cette sensation d'avoir trouvé son point d'équilibre. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps, dans ma tête, etc. Donc, c'est donc intéressant de se poser la question à chaque niveau des besoins pour identifier les écarts qui existent entre vos attentes et la réalité. Et une fois que vous vous êtes posé la question, c'est de vous focaliser sur les niveaux où vous avez identifié des écarts
et de travailler à réduire les inconforts qui sont source de stress. Donc la pyramide de Maslow, c'est un bon outil, c'est un bon moyen pour situer l'origine de votre stress. Parfois on est surpris, on se dit bah, finalement c'est pas là où je pensais. Alors, parmi les modérateurs de stress, on va relever l'alimentation. Le stress, il a cette capacité à entretenir un lien assez étroit avec notre assiette. Vous avez les personnes qui sont stressées, qui ne peuvent plus rien avaler. Ils ont une boule dans l'estomac, une boule dans la gorge, ça leur coupe l'appétit complètement. Et puis vous avez les personnes qui vont dévorer. La nourriture va devenir un réconfort, un moyen de se calmer comme une récompense. Donc, ce moyen de se manger pour se calmer, c'est une réaction qui est naturelle, qui est assez naturelle. Ça devient pathologique quand on n'a pas d'autre moyen que pour se calmer que de manger, par exemple. Donc, pour réduire en fait le niveau de cortisol, d'adrénaline dans le corps, il y a des aliments qu'il faut favoriser. C'est tout ce qui est glucides complexes. Vous pouvez favoriser tous les aliments qui sont riches en protéines, en vitamine B, en vitamine C, en magnésium, en sélénium. Si vous voulez, dans les questions, pour aborder voir un petit peu la liste de tous ces aliments. Donc voilà, c'est porter un regard sur votre assiette. Il y a un rapport, il y a un lien pour modérer le stress. Ça passe aussi par l'assiette. L'activité physique, on sait que le sport, c'est bon pour le moral. Ça procure une meilleure sensation, une meilleure estime de soi. Ça va réduire l'anxiété. Les médecins parlent de plus en plus de l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse. Donc, c'est dire combien ça participe à notre équilibre santé. Il faut être bienveillant avec soi-même sur le plan de l'activité physique. Comment se mettre à l'activité physique quand on est privé d'énergie, on est complètement au bout du rouleau. Ce qui manque, c'est la motivation, l'envie. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. La méthode des petits pas. Fixez-vous des objectifs qui soient réalistes. Cherchez peut-être d'abord des activités un peu ludiques, des activités jeunesse peut-être, vous voyez, pourquoi pas. Le point de départ, il faut que ce soit le plaisir. La performance, ça viendra après éventuellement, mais il faut démarrer sur la notion de plaisir. Ensuite, les loisirs. Les loisirs, il y a quelque chose d'assez flagrant. Souvent, les personnes stressées ne sont pas des gens qui n'ont pas de loisirs, mais elles en ont, mais elles ne les pratiquent pas. Donc, finalement, n'avoir aucun loisir ou en avoir, mais ne pas les pratiquer, ce n'est pas bon pour la santé. L'esprit, le corps vont avoir besoin de temps en temps d'activités un peu légères ou un peu ludiques pour sortir du mode plein régime. Ce sont des temps de pause qui sont nécessaires. Vous avez besoin de faire des activités qui vous génèrent du plaisir, qui vont vous permettre de libérer des hormones anti-stress pour contrebalancer celles que vous produisez quand vous êtes stressé. Donc, le choix des loisirs, bien évidemment, il ne peut pas être imposé. Chacun doit se sentir libre. L'idée, c'est que vous puissiez, à travers les loisirs, avoir des émotions positives, vous sentir vous-même, vous sentir vivant, bien dans votre peau, bien dans votre tête. On parle souvent des activités créatives parce que les loisirs créatifs comme la poterie, le dessin, la couture, toutes les activités qui stimulent votre sens créatif, elles sont bien parce que l'humain est créatif par nature. C'est important de stimuler cette créativité parce qu'elle participe à notre équilibre. C'est pas nécessaire de faire des belles choses d'ailleurs, pour le coup, mais d'être dans l'éveil des sens quand on est sur des activités créatives. Intéressez-vous à l'art-thérapie si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous intéresser à ça, vous allez voir qu'il ne faut pas faire des belles choses pour que ce soit efficace. Il y a toutes les activités manuelles aussi qui sont excellentes, le jardinage, le bricolage, même la mécanique. Là, vous n'êtes pas obligé d'être doué non plus dans un domaine en particulier. C'est juste l'idée d'avoir des temps pour passer le temps, voilà, se divertir, s'émerveiller de choses simples. Écrivez un roman, vous voyez, par exemple, il n'est pas dit que vous l'enverrez à un éditeur, mais l'écriture, c'est thérapeutique aussi. Pourquoi pas écrire des histoires? C'est des choses qui peuvent aussi passer le temps et vous déconnecter complètement des choses qui pourraient vous tracasser. La vie sociale, la vie relationnelle est très importante. L'humain est un être social. On a besoin d'interaction avec les autres pour nous épanouir. Le piège du stress, c'est l'isolement, de toute façon. Ça se referme sur vous sans qu'on ait vraiment l'impression de s'en rendre compte. On commence à plus aller à nos activités, on décline un peu les invitations. On va commencer à avoir toujours une bonne excuse pour pas bouger, parce qu'on faut que je me repose, etc. Il ne faut pas tomber dans le piège, il faut s'entourer de gens positifs, éviter les personnes toxiques, évidemment, être capable de dire non aux personnes toxiques
pour pouvoir passer plus de temps, rester connecté à l'entourage positif. Il y a un modérateur de stress majeur qu'on pourrait aborder ici, mais que je ne présente pas, c'est le sommeil. Parce qu'encore une fois, la MMJ il consacre un webinaire complet le 1er avril prochain. Donc, si vous êtes concerné par des troubles, pourquoi pas peut-être au niveau du sommeil, eh bien, je vous invite à nous rejoindre. On va parler maintenant des outils pour gérer le stress. Moi, j'ai envie de vous parler de musique, de marche, de la pensée positive, de la sophrologie parce que c'est un petit peu ma spécialité. Et je mettrai à votre disposition à la fin des rituels qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Donc, d'abord, la musique, parce que la musique adoucit les mœurs, tout le monde le sait. Ça réduit l'anxiété, ça diminue la tension artérielle, la fréquence cardiaque, ça diminue la production de cortisol. Quels que soient vos goûts en la matière, pas forcément non plus des sons de relaxation à tout prix. Je vous mets au défi, si vous n'aimez pas la musique de relaxation en général, mais vous dites il faut que j'en écoute pour me détendre, forcez-vous à en écouter, vous allez être encore plus énervé après. Donc, quand on écoute un morceau de musique, la respiration, elle va augmenter, elle va être plus profonde, l'organisme, il va produire de la sérotonine, voilà, c'est censé être un moment de plaisir. D'ailleurs, il y a une musique en particulier, je vous l'ai noté, c'est la Waitlist de Marconi Union. C'est par excellence un son, une musique qui favorise vraiment le relâchement et la détente. C'est un morceau qui est plus lent que le rythme cardiaque naturel, qui est d'environ 72 battements par minute. C'est un modèle en fait en musique qui a un schéma très répétitif et cyclique, et c'est très efficace, ce morceau-là en particulier. Vous pouvez aussi, donc, en effet, écouter des bruits de nature, des chants d'oiseaux. Il faut bien se dire que l'être humain fait partie de la nature, donc notre environnement naturel, les sons de la nature participent, contribuent à notre équilibre, il ne faut pas l'oublier. Les sonorités, elles nous ramènent à cette symbiose qui nous aide à nous ressourcer. Il y a les musiques classiques aussi. J'ai mis entre parenthèses Mozart et Strauss parce que les morceaux de ces deux compositeurs ont fait l'objet de nombreuses études qui ont démontré leur efficacité sur l'activité cérébrale. C'est mesurable sur un électroencéphalogramme. Il y a des morceaux qui vont vraiment directement impacter votre cerveau. Et puis, j'ai envie de dire, n'oubliez pas non plus les morceaux qui bougent, qui vous donnent la pêche. Faites-vous une playlist années 80, années 90 ou autre, mais n'oubliez pas que bouger, danser, c'est aussi une façon, ça peut être aussi un exutoire, ça peut être aussi une façon de se redynamiser, de penser à autre chose, se défouler, d'évacuer toutes ces hormones du stress que vous pourriez avoir accumulées dans votre quotidien. Alors, on a parlé donc de la musique, on va parler de la marche. La marche, parce qu'elle améliore l'oxygénation, et comme on améliore l'oxygénation, on améliore les échanges gazeux. Elle permet de produire la sérotonine et la dopamine, ce sont ces neurotransmetteurs du bien-être. Elle va produire de l'endorphine, ça procure une sensation de bonheur et ça joue un rôle anti-douleur, c'est pas anodin quand même. Ça aide aussi à faire travailler la mémoire, à contrôler les pensées, ça aide à prendre du recul. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits dans la minute, dans la marche, qu'elle soit d'ailleurs marche rapide ou marche de détente. Marcher minimum 30 minutes par jour, marcher en souriant, ça paraît bête, mais marcher en souriant, je ne dis pas de rire aux éclats en marchant, mais souriez en marchant, ça rend déjà la discipline plus positive. Marcher en pleine conscience, c'est-à-dire concentrez-vous sur chacun de vos pas, sur votre respiration, faites fonctionner vos organes sensoriels, prenez le temps de contempler ce qui vous entoure, d'être attentif aux odeurs, aux sons, aux bruits, le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, des bruits d'eau, etc. Tout ça, c'est de nature ça permet, ça favorise le retour au calme. Donc, il faut bien respirer en marchant, vous vous concentrez bien sur votre respiration, vous faites des inspires ou des expires profonds, lentement, pour évacuer le stress, et en même temps, faire le plein d'énergie quelque part. Imaginez, vous êtes en colère, vous avez un truc qui vous fait exploser. Sortez, marchez pour évacuer les tensions. En plus, comme vous avez de l'adrénaline parce que vous êtes en colère, vous allez marcher vite, donc ça vous fera faire de l'exercice. Et puis, vous allez sentir que ça va vous aider à éliminer toutes les hormones du stress qui ont pu vous envahir. Alors ensuite, le principe de la pensée positive. La pensée positive, c'est l'idée de se dire, voilà, quand certains voient le verre à moitié vide, d'autres vont le voir à moitié plein.
Penser positif, c'est être optimiste, même dans les moments difficiles à gérer. Et des études ont montré là, clairement que les personnes positives avaient un meilleur système immunitaire, elles étaient moins exposées aux maladies cardiovasculaires, elles savaient davantage faire face aux situations de stress, elles avaient une espérance de vie qui était plus longue, elles dormaient mieux, elles étaient globalement plus heureuses dans la vie. Mais forcément, avec tout ce qu'on a vu juste avant, une personne positive, une optimiste, elle ne va pas exposer son métabolisme à tous les mécanismes toxiques qu'on a vus depuis tout à l'heure. Elle ne va pas s'épuiser, elle ne va pas être en résistance permanente, etc. Donc, la méthode date pas d'hier. Il y a un certain Émile Coué qui avait mis au point une méthode d'autosuggestion positive. Selon lui, il suffisait de se répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir « je vais mieux » et ça permettait d'améliorer son état. Donc, la méthode Coué, c'est aussi avoir des pensées positives qui vont entraîner des actions positives, qui à leur tour entraîneront des ressentis positifs. Tout ça refabrique des pensées positives. C'est le principe du cercle vertueux. Je ressens de la satisfaction et du plaisir, du coup ça renforce ma motivation, du coup ça m'encourage à reproduire un comportement positif. Donc la pensée positive en général, c'est un processus d'autosuggestion qui va être tourné vers les émotions positives. Dans le travail, c'est de se dire, voilà, je vais réussir à gérer facilement cette situation. C'est de formuler cette phrase comme ça. C'est je suis la meilleure pour gérer cette situation. Je suis la meilleure personne pour ce poste, par exemple. Tout ça, en fait, in fine, ça nous aide à dédramatiser les situations dans lesquelles on se trouve. Ça nous aide à relativiser. Donc, si vous voulez pratiquer la pensée positive, surprenez-vous chaque fois que vous êtes en mode négatif, vous vous surprenez en négatif, formulez les phrases au présent. Dites-les au présent dans votre tête, vous pouvez même les dire à voix haute, s'entendre dire les choses, c'est important. Quand vous formulez ces phrases, vous les formulez au présent en supprimant toutes les formulations négatives, toutes les négations. Donc, des formulations affirmatives au présent. Et donc, autre technique, autre outil très efficace pour la gestion du stress, pour apprendre à maîtriser son stress, eh bien, la sophrologie. Dans la vie de tous les jours aussi d'ailleurs, pas que pour la gestion du stress au travail. C'est une méthode très complète qui va vous aider à libérer vos tensions dans le corps, les tensions mentales, l'agitation émotionnelle, etc. Ça va vous aider à retrouver de vrais réflexes de détente. C'est une méthode qui vous aide à stimuler votre potentiel, à reprendre conscience de quoi vous êtes capable, de ce qui est déjà en vous, en fait. Bien souvent, quand on est en mode stress, en mode négatif, on oublie que j'ai déjà su faire, pourquoi je ne saurais pas faire cette fois-ci. C'est vraiment une méthode qui aide à améliorer vos performances, à améliorer votre concentration, qui vous aide aussi qui optimise la récupération physique, psychique, nerveuse, grâce à des exercices spécifiques pour améliorer la qualité de votre sommeil. Je vous le disais, 1er avril, on a un webinaire là-dessus. Donc, cette méthode psychocorporelle, elle s'appuie sur la respiration, sur le relâchement musculaire, sur la visualisation positive. L'objectif, c'est de stimuler tout ce qui vous permettra de réguler, d'autoréguler les mécanismes face au stress. Alors, sans vous appropriant les exercices au quotidien, que bien sûr la sophrologie a des effets positifs, c'est de ritualiser votre pratique pour en développer les bénéfices. C'est par essence une méthode de développement personnel qui vous place vraiment comme l'acteur ou l'actrice de votre amélioration, de votre transformation. Alors, si vous voulez, je vous propose, moi je ne vous vois pas, mais je vous propose de vous installer peut-être confortablement juste pour expérimenter très rapidement, vous allez voir, en quelques minutes, un petit exercice de sophrologie qui va vous permettre de calmer le mental. Parfois, c'est là-haut que ça se passe, c'est juste une forme d'agitation mentale. Quand votre mental est bruyant, vous sentez que vous saturez un petit peu. C'est un exercice qui va être facile à refaire au travail, même derrière votre bureau, et pas nécessairement besoin de matériel, rien du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est, je ne vous vois pas, mais chacun le fait s'il le souhaite, bien sûr, j'oblige personne, mais pour que vous puissiez expérimenter un petit peu les sensations de se lâcher prise grâce à la sophrologie. Vous pouvez fermer les yeux, installez-vous confortablement, prenez une position qui vous soit agréable, sentez-vous libre de l'ajuster. Laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez doucement par la bouche comme si vous soufflez dans une paille.
relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Relâchez vos épaules, vos bras. Sentez votre buste plus souple. Votre buste est souple et en même temps stable et bien maintenu. Relâchez tous vos muscles, vos fessiers, vos jambes, jusqu'aux pieds. Sentez votre corps détendu et disponible. Concentrez-vous maintenant sur votre tête. Imaginez un point au sommet de votre crâne. Ça va être le point de départ d'une profonde détente. Laissez cette détente s'étaler sur votre tête, jusqu'à l'arrière de vos oreilles. La peau de votre cuir chevelu se relâche. Votre front se lisse. Défroncez vos sourcils. Relâchez vos tempes, vos paupières. Sentez vos paupières tout juste posées, fermées, sans tension, devant vos yeux qui plongent dans le calme. Laissez votre regard se tourner vers l'intérieur et observez vos pensées. Laissez-les circuler librement, sans chercher à les contrôler. Observez vos pensées comme on observe les nuages dans le ciel. Laissez davantage votre attention s'orienter vers la détente qui s'étale sur votre visage. Relâchez vos pommettes, vos joues, les ailes de votre nez. Sentez le trajet de l'air dans votre nez à chaque respiration. Relâchez vos mâchoires. Desserrez vos dents. Sentez la détente vous libérer de la pression, des tensions dans votre bouche. Votre langue se décolle de votre palais. Laissez-la se poser naturellement dans votre bouche. Concentrez-vous sur les muscles de votre langue. Ce sont les muscles de la parole. Déconnectez un à un les muscles de la parole. Et sentez votre langue s'étaler davantage. Plus les muscles de la parole se relâchent, plus il vous devient difficile de former des phrases dans votre tête. Relâchez votre langue. Plus la détente est profonde dans votre bouche, plus votre mental devient silencieux. Laissez cette détente s'amplifier à chaque respiration. Laissez la détente se diffuser dans votre gorge. Sentez votre gorge se dénouer, se relâcher. Prenez conscience de ces sensations de relâchement. Appréciez l'effet apaisant dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Intégrez toutes ces sensations.
Ramenez votre attention au point d'appui de votre corps, sur votre siège. Prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez pour vous redynamiser. Reprenez une respiration naturelle. Étirez-vous, bâillez. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, j'espère que c'est un tout petit exercice qui permet d'initier à la détente, qui permet de montrer, de faire un peu la démonstration des bénéfices. Donc, c'est un petit extrait de ce tout petit moment de ce que peut proposer la sophrologie. La sophrologie, c'est beaucoup plus que ça. Et pour vous permettre de l'expérimenter, d'en découvrir davantage, je vous ai préparé des rituels bien-être. Ce sont des petites séances de sophrologie assez spécifiques pour apprendre à maîtriser le stress au quotidien. Et donc, je vois que ça a fait du bien. Merci, c'est agréable, c'est relaxant. Voilà. Si vous aviez déjà mangé avant, ça favorise un peu la digestion. C'est très, très bien. Donc, vous allez avoir à votre disposition 3 routines. Une pour vous détendre, une pour évacuer le stress, pour apprendre à chasser, à vider, et une troisième pour faire revenir le calme en vous. Dans ces routines, vous retrouvez à chaque fois de la relaxation dynamique. Ce sont des exercices, des mouvements très doux qui sont associés à des respirations contrôlées. C'est l'inspiration du yoga dans la méthode Sophro. Ces exercices se pratiquent assis ou debout. Ils vont vous aider à vous détendre, à reprendre conscience de votre corps, à vous recentrer. Donc, c'est très efficace, très accessible. C'est facile. Un enfant peut le faire, donc tout le monde peut le faire. Et puis, des exercices dans chaque routine aussi de visualisation. Là, c'est davantage, c'est des relaxations statiques, c'est l'inspiration de l'hypnose dans la méthode Sophro. Ce sont des exercices que vous pouvez faire assis, même derrière votre bureau au travail, ou bien allongé si vous avez une salle de pause, ou à la maison si vous voulez les refaire. Là, ce sont des audios pour vraiment développer de vrais réflexes de détente, apprendre à lâcher prise et à se projeter plus positivement dans les situations du quotidien. Alors, pour accéder à tout ça, alors peut-être chose avant de vous expliquer comment y accéder, ce que je vous invite à faire, c'est à faire ces rituels, ces routines dans l'ordre routine 1, 2, 3 pour pouvoir sentir qu'il y a une progression. On n'est pas des machines. L'humain, il a besoin de faire, de refaire, de répéter pour intégrer, de passer d'une routine à une autre. Chaque routine, vous pouvez la répéter pendant plusieurs jours avant de passer à la suivante, histoire d'ancrer des réflexes de détente. Vous allez voir, ça sera d'autant plus efficace d'y aller progressivement. Pour y accéder, vous pouvez accéder donc sur le site sophrologie-béthune.fr. Il y a une rubrique Sophro en ligne. Vous descendez dans le menu Sophro en ligne, il y a Programme MMJ. Et là, vous avez Stress au travail. Vous cliquez avec le mot de passe MMJGS 2021 et puis votre programme s'ouvre. Donc, c'est des audios, c'est très facile à utiliser. Et donc, c'est offert par la MMJ. Vous pourrez en profiter tout le temps que ce webinaire est en ligne d'ailleurs. Ce sera accessible à partir de cet après-midi. La page sera ouverte. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. Je sais, peut-être que Colline on a du temps pour échanger autour de quelques questions. Moi, comme ça me laisse le temps que Colline revienne, que je regarde vos messages. Me voilà. Merci beaucoup, Corinne, pour cette séance. C'était très agréable. Vous m'entendez ou pas, Corinne? Je vous entends un petit peu assuré, comme notre petit problème de tout à l'heure. Je pense que le problème vient de moi. Mais c'est tout bon. Bon, très bien. Je disais merci beaucoup pour cette belle séance. J'en ai profité moi aussi pour me relaxer un petit peu. C'était très très agréable et c'était voilà un joli moment. Merci beaucoup. Je remercie également les apinautes qui ont été très participatifs sur l'espace de chat. Donc merci à vous. C'est toujours très agréable aussi d'avoir vos retours, les apinautes dans le chat.
Alors, je lis un petit peu. Alors, Marielle, le document, vous le retrouvez sur le site de Happy Visio, comme je le disais tout à l'heure. Vous irez sur le site de Happy Visio, rubrique Mes replays, et vous aurez le replay de cette séance et le document. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, Corinne a beaucoup de remerciements dans le chat de tous nos Happynautes. Donc, je suis très, très contente de voir que merci à ça vous, vous a merci à plu. tous pour votre attention et puis si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, Oui, alors n'hésitez pas. bien sûr, allez-y, les Happynautes. Alors, Catherine nous dit retour au boulot. Bah oui, Et oui. retour à la réalité. C'est ça. C'était une jolie parenthèse, en tout cas. Une jolie parenthèse qui fait beaucoup de bien. Cécile, c'était vraiment parfait. Merci beaucoup pour toutes ces clés à utiliser au quotidien. Merci, merci. Merci pour cette pause bienfaisante de Christine. Ah, tiens, une question de Laurine. Est-ce que la méditation peut aider contre le stress? Ah oui, bien sûr. La sophro, je parlais de la sophro, mais parce que c'est déjà une démarche méditative, un petit peu la sophro. La méditation, super, mais là encore, ne partez pas avec des exigences à faire de la méditation comme un moine bouddhiste dès le départ. C'est compliqué la méditation, ça demande, faut être bienveillant avec soi-même. C'est très bon parce que ça aide vraiment à se recentrer, ça régule beaucoup les fonctions du corps. Mais voilà, allez-y sans vous mettre d'objectifs. On peut méditer 5 minutes par jour. Vaut mieux méditer d'ailleurs 5 minutes par jour que méditer 3 heures une fois par trimestre. Vous voyez, donc des petits temps de pause, se mettre dans sa bulle en fait. Parfait. Alors, le prochain rendez-vous, nous demande Patricia. Je n'ai plus la date en tête. Vous l'avez, Corinne, la date du prochain? Pour le sommeil, on se retrouve le 1er avril. Et donc, le webinaire sur le sommeil sera co-animé d'ailleurs avec Emmanuelle, qui est diététicienne. On sera 2. Donc, absolument. Il y a un apport complémentaire avec la diététique. C'est intéressant pour le sommeil. Ça va être une jolie approche. Merci beaucoup. Je serai aussi en co-animation, donc je vous retrouverai les Happynautes sur cette séance. Est-ce que vous recommandez les mini-siestes? Ah oui, à fond la caisse, les mini-siestes. Tout à fait. Alors, vaut mieux une micro-sieste, une sieste utile, en fait. Comme les petites détentes qu'on vient de faire, la petite détente qu'on vient de faire en quelques minutes. C'est facilement, on peut reproduire ça tout seul sans être guidé par une voix qui vous dit comment faire. Une fois que vous avez pris ces réflexes-là, vous pouvez les refaire. Il vaut mieux 3-4 minutes de blackout total où vous vous mettez dans votre bulle, micro-sieste pendant 3-4 minutes, que se forcer à dormir 1 heure l'après-midi. Plus vous allez ritualiser en fait les petites siestes, plus elles auront des effets bénéfiques. Donc en effet, 20 minutes maxi la sieste, on dit souvent ça, mais c'est vraiment 20 minutes de relaxation en pleine conscience. D'ailleurs, vous pouvez considérer que ça produit, en termes de récupération pour l'organisme, ça produit les effets de 2 heures de sommeil. Donc ça, c'est vraiment faire la sieste utile. C'est dire, j'optimise 20 minutes, mais par contre, je le fais correctement, en pleine conscience. C'est un petit peu les audios que vous aurez qui vous permettront de le faire. Il vaut mieux se contenter de 15 ou 20 minutes, mais efficaces, plutôt que de dormir. Puis après, on a du mal à se remettre en route si on a dormi trop longtemps, de toute façon. Donc, sieste utile, tout à fait. Merci beaucoup. Et les aliments dont vous parliez tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, on parlait d'aliments. Je disais, voilà, ce qu'on met dans notre assiette a une incidence, en effet. On a parlé des aliments, vitamines, les vitamines C, les vitamines B. J'en ai noté quelques-unes parce que, pour le coup, avec Emmanuel, la prochaine fois, quand on parlera de diététique, on aura d'ailleurs l'occasion de... Alors, attendez, j'avais une liste d'aliments à vous donner. Est-ce que je l'ai encore? Oui, je l'ai. Tous les aliments, alors tous les oléagineux de manière générale, tout ce qui contient de l'huile, les amandes, les avocats, les arachides, l'huile d'olive, l'huile de colza, donc du bon gras en fait, hein. Les huiles de macadamia, les noix de pécan, tout ce qui est riche en protéines comme les œufs, les poissons, la viande, les légumineuses, les pois chiches également, tout ce qui contient de la vitamine C, donc le poivron, le cassis, le persil, le chou, le citron, le brocoli, les kiwis, les fruits rouges, les oignons, les oranges. Il y a plein d'aliments riches en vitamine C. Les vitamines B, vous allez les trouver dans l'ail, dans les céréales, dans les aromates, dans la pistache, dans les épinards, dans les brocolis. Il y en a plein d'autres encore, je n'ai pas tout en tête.
Le magnésium, alors les produits à base d'algues, on parle beaucoup des algues, de la spiruline, tout ça maintenant. Renseignez-vous au niveau d'un herboriste ou chez le pharmacien pour avoir des infos là-dessus, parce que les algues sont sont des aliments très très sains qui apportent beaucoup de choses. Les graines de lin, graines de sésame, les pavots, les fruits de mer en général, très bons aussi en magnésium. La banane, le chocolat noir, on y pense plus facilement, mais il y en a d'autres en fait. Hein. Et les aliments riches en sélénium dont je parlais tout à l'heure, moi je connais le thon par exemple. Le thon est riche en sélénium, le cabillaud, les abats aussi. Les rognons, par exemple, alors tout le monde n'aime pas, hein, mais ce sont des aliments qui sont très riches en sélénium. Les fruits de mer, hein, les Saint-Jacques également, les œufs aussi d'ailleurs, les moules. Il y a plein d'aliments. Donc, protéines, vitamine B, vitamine C, magnésium et sélénium. Ce sont vraiment les ingrédients, ce que vous pouvez ajouter dans votre assiette pour lutter contre le cortisol. Eh bien, merci beaucoup Corinne. Et puisqu'il est 14h01, on va pouvoir rendre l'antenne. Alors pour ma part, je reste encore un petit peu avec les apinotes pour leur partager le sondage de fin. Et Corinne, de nouveau, merci beaucoup pour cette séance. Je vous appelle juste après, comme ça on fait un petit débriefing ensemble. Ça ok. Merci, à bientôt. À plus tard, au revoir. Peut-être qu'on se retrouve le 1er avril. Au revoir. Au revoir. Alors, surtout, ne pas appuyer sur le petit bouton en bas à gauche, Corinne. C'est parfait. Si vous coupez simplement caméra et micro, c'est top. Alors, comme je le disais, je reste un petit peu avec vous.